Fidèles auditeurs de la radio-télévision Sven, nous sommes aujourd'hui chez vous pour, dans cette émission où nous parlons de vous. Nous parlons de vous, c'est une émission qui est produite par nous, Crispin Cachalé au micro. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur www.svenmediab.info. Ne pas oublier le B à la fin pour dire Bukavu. Svenmediab.info et bien sûr sur les réseaux sociaux partout où nous trouver, ou bien à Bukavu sur la radio 89.3 FM, et nous émettons à partir de la ville, à partir de Bukavu. Et nous sommes aujourd'hui dans cette émission qui est vous avec notre ami Tiga Bissimois. Tiga, bonjour. Et c'est pour nous par surprise. Par surprise parce que tout simplement nous avons dit il lui fallut franchement qu'on parle. Tiga, si aujourd'hui vous voulez vous présenter, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Tiga? Tiga Bissimois, je m'appelle Tiga Bissimois, l'enfant de César et Agnès, comme j'aime bien le dire. J'habite en Norvège. Père de 5 enfants, marié. Et pour l'instant, je suis à Bukavu dans beaucoup de choses. Je suis venu ici avec le projet des barrages de Ruzizi 3 qui est en cours de construction. Pour l'instant, on est dans l'étude de faisabilité. Et d'ici là, ça va produire le courant 230 MW. Donc le courant va quitter ici jusqu'à Chopo. Jusqu'à Chopo dans la province orientale. Dans la province orientale. Tout le Grand Nord et jusqu'à la province orientale. Donc c'est un grand méga projet de 750 millions, plus de 7000 employés qui doivent travailler là-bas. Et ça va booster l'économie des Sud Kivu, voire même des sous-régionales. Un projet intégrateur Rwanda, Burundi et Congo. Et aussi, à part ça aussi, il y a deuxième volet. Le projet c'est pour donner le social, courant sera presque gratuit. Ici on produit 45 MW et ça va produire 240. Donc on paye par mégawatt 50 centimes par mégawatt. Mais là on va payer 0,0040 centimes par kilowatt. Donc ça sera comme gratuit. Tu vas payer peut-être le courant 500 francs par mois, je ne sais pas. Ça c'est le social. Le deuxième volet c'est pour booster l'industrie agricole. Ils ont, selon les études, ils ont constaté que la terre ici est très fertile et ça va essayer aussi de booster l'agro-pastoral. Troisième volet c'est l'industrie minière. Il y a trop de minerais ici à l'est et sans le courant, on ne peut pas faire quoi que ce soit avec les minerais. Donc on va faire les industries de raffinerie et beaucoup de choses ici. Donc d'ici 5 ans, 10 ans, le site Kivu, ça sera peut-être plus que Katanga. Donc on verra. Avec l'œuvre de Dieu, ça va aller. C'est ça un peu de moi, c'est ce qui fait que je suis ici au Congo. À part ça, je suis dans la politique active en Norvège. Je suis 4 fois élu. Vous êtes en Norvège, vous m'avez suivi là-bas, vous étiez mon mentor là-bas. Sans vous, Crispin Cachalé, vraiment, je ne sais pas si je devrais être Tiga Bissimois. Vous m'avez boosté dans les politiques norvégiennes et pour l'instant, je suis vraiment parmi les acteurs politiques norvégiens. Et aussi, je suis chargé de mission de l'honorable Vital Kamerhe. Voilà un peu de moi. Vous êtes multi, c'est-à-dire Tiga, vous êtes en Norvège à la fois, vous êtes dans la politique norvégienne, dans le Parti travailliste, c'est ça? Oui. Dans le Parti travailliste, Arbeit Party, et vous êtes à Bukavu, vous êtes chargé des missions de l'honorable Vital Kamerhe, c'est-à-dire dans l'UNC, et en même temps, vous êtes acteur et pratiquement dans une entreprise pour le barrage que vous êtes en train de bien sûr de construire, ou vous entrevoyez construire dans le sud Kivu. Mais Tiga, comment vous êtes arrivé en Norvège? Et aussi pour aussi dire aussi, je suis aussi coordinateur de IGOV. IGOV, c'est les maximisations des recettes. On est en train de faire la traçabilité des recettes
provinces ou partout, surtout ici au Sud Kivu, qu'on a eu les contrats avec un projet norvégien. On est entré, donc souvent les gens comprennent ça comme guichet unique, que toutes les transactions, toutes les recettes de l'État passent dans le système. Donc je suis le coordinateur ici et en Afrique. Et vous avez commencé par le Nord Kivu, où vous êtes déjà opérationnel? Oui, on a commencé par le Nord Kivu. Et maintenant, là, beaucoup de provinces sont en train de nous appeler. Ils ont vu les modèles ici, Kivu et Nord Kivu. Vraiment, c'est en train de booster. Ça marche très bien. Et on demande qu'on puisse s'installer dans d'autres provinces. C'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Je reviens sur le point de départ, Chiga. Comment vous êtes arrivé en Norvège? Je suis arrivé en Norvège. Et depuis quand? Je suis arrivé en Norvège en tant que réfugié. Et on a commencé par Nairobi. À Nairobi, on a eu la réinstallation. La réinstallation pour aller en Norvège. Et c'est là où on réside pour l'instant. Et vous êtes arrivé en Norvège, c'était depuis quelle année? 98. Depuis 98. Et en Norvège, je me rappelle encore quand je suis venu vous voir, c'était dans le nord, là où il faisait très froid. Je me rappelle de l'époque quand vous étiez arrivé, vous m'avez vu vous prêcher dans une église norvégienne. Et vous m'avez vu seulement, je ne sais pas comment, vous m'avez pointé, dit, ah petit, c'est toi qui vas m'interpréter. Là, j'ai dit, non, moi je ne maîtrise pas français. J'ai dit, non, tu vas m'interpréter. Et monte d'abord ton pantalon parce que j'avais les tailles basses avec des cheveux tressés. Oui, monte ton pantalon. Je dis, ah, comment ça? Donc, je dis, non, bon, j'ai monté là. Tu n'as pas les ceintures? J'ai dit, oui, mais j'ai les ceintures, mais c'est en dessous des fesses, quoi. On dit, non, monte ton pantalon. Et puis, j'ai monté. Et puis, on m'a dit, non, après, je vais prier d'abord pour toi. Vous m'avez prié. Vous avez prié pour moi. Et après, depuis là, j'ai commencé à m'intéresser à savoir qui est cet homme qui m'a fait tresser, donc couper mes cheveux, les dreadlocks, on aimait, j'étais connu sur ça en Norvège, mais on m'avait dit non, tu vas enlever tout ça. Non, toi tu es l'enfant de Mouchi, tu dois enlever tout ça. Non, ça n'honore pas tes parents. Non, tu dois enlever. Je dis, qui est cet homme? C'est qui est en train de me dire. Mais la nuit porte conseil, et c'était un dimanche. Il y a un certain mercredi, je suis parti chez le coiffeur, j'ai dit non, je ne coupe pas mes cheveux. Mais après, je suis rentré un vendredi, j'ai dit non, je coupe. Je me suis décidé de couper. C'était grâce à vous. Je me rappelle à l'époque là, vraiment, quand je me rappelle ça, ça me fait rire souvent. Et je me rappelle même dans votre mariage, le jour de votre mariage, comment on s'est battu pour y arriver. Oui, mon mariage, vous étiez parmi les pionniers qui m'avaient conseillé, m'avaient donné beaucoup de conseils. Vous m'avez dit non, vous allez, maintenant là, vous êtes un homme. Il faut te définir ce que vous voulez dans la vie, toi et ta femme. Et la vie, il faut construire d'abord la famille. Et vous m'avez donné vraiment beaucoup de vos exemples et je me suis dit non, je me suis décidé de se marier. Vous m'avez dit non, moi je suis catholique. On dit non, moi je suis protestant, mais je vais vous chercher quelqu'un qui va bénir votre mariage. En tout cas, vous avez fait un acte de grandeur en tant que pasteur. Vous étiez parti en Italie, en Belgique. Et en Italie, vous m'avez trouvé un pasteur, Léandrez. Oui, un prêtre, oui. Un prêtre qui est venu en Norvège pour bénir notre mariage. Je me rappelle, c'était formidable. Et quand je vois vos enfants et qui ont tous les noms des A, que les noms commencent par les A. Agala, Agisha, Aganze, Achiza, Ansima. Formidable. Donc, je n'ai aucun nom français. Donc... Et pourquoi vous avez choisi les A, sur tous vos enfants? J'ai choisi les noms A. D'abord, ça vient du nom Chiga, Bachigale. Agala, c'est le premier nom de mon enfant. Agala qui vient du verbe bougale. Bougale, c'est Amashi qui veut dire la richesse. Comme Bachigale, qui est mon nom, qui veut dire je serai riche. Et j'ai dit Dieu m'a donné la richesse. Et cette richesse, je dois donner aussi à ça à mes enfants. Et c'est là où j'ai donné à mon fils aîné, Agala. Ça, c'est pour Agisha, qui veut dire aussi bénédiction, Agisha Baraka. Bissimo, Aganze, Dieu soit loué. Et Achiza,
Achiza qui signifie, c'est quoi en français encore? Je m'excuserai pour mon français. Oui, Achiza, c'est-à-dire que c'est lui qui guérit. Qui guérit, guérisseur. Oui. Oui. Et puis Ansima, qui vient du mot aimable, vient Bissimois, aimable, qui vient aussi des mono Bissimois. C'est formidable parce que c'est une première en fait. Mais pourquoi vous avez choisi exclusivement dans un pays européen donner des noms exclusivement Est-ce que c'est une crise d'identité? Non, oui, ça pouvait être aussi dans l'avenir. J'ai dit, j'ai fait mes enfants en Norvège. Un jour, je peux, tout comme je ne peux pas être là, les enfants vont chercher les repères là où ses parents viennent. Et puis, ils peuvent se dire, non, il vient du Congo. Mais où au Congo, on peut dire, avec ces noms-là, Bissimois, Agala, c'est là, Bukavu, bien à l'est. Là, directement, il vient à Bissimois, là, c'est à Kabare. Donc, directement, sans moi, ils trouvent leur montagne. Donc, c'est là où j'ai donné les noms. Et puis, là aussi, là où nous habitons, là, le nom porte quelque chose. Et aussi, donc, j'ai dit, quand Dieu nous a créés, il a donné chaque personne à son nom. J'ai dit non, maintenant là, les noms, ça vient des cultures, notre identité. Et mes enfants, tant qu'ils sont noirs, ils doivent porter leur identité partout où ils vont, avec les noms Machi, Swahili, Congolais. Très bien, formidable Chiga, vous êtes vraiment formidable. Et comment vous vous sentez au fait à faire la politique dans un pays étranger avec une volonté d'identité? Moi, j'ai été inspiré beaucoup par la Bible. Et la Bible, c'est vous qui m'avez appris la Bible. Et j'ai pris ça comme une arme et j'utilise ça vraiment jalousement. Dans la Bible, Dieu dit, allez dominer le monde. Et comment on va les dominer? Là, vous avez des choix. Soit le monde vous domine, soit vous le dominez. Alors moi, j'ai choisi de dominer. Et c'est là où je dis, je dois dominer là où je suis. Et comment? En s'en organisant et en entrant dans la politique, là où ça prend des décisions, là où donc on décide. Et c'est là où je fais que je sois parmi les décideurs. Mais entrer d'abord dans le parti politique travailliste norvégien, c'était pas aussi de la blague. Et bien sûr, je me rappelle les luttes que tu faisais partout. Tu passais dans des portes, de porte à porte, pour demander qu'on puisse te voter. Et on voyait, et tu souriais, et je vois de vieilles mamans qui disaient, oh toi, je vais te voter, tu souris très bien, et tu parles bien, et tu défendais des cas qui sont des cas de grandeur. Est-ce que tu peux te rappeler au fait un cas que tu as défendu en Norvège et dans la ville de Sarpsborg ou dans la commune, dans votre région de Østfold qui est... Oui, beaucoup de cas. J'ai passé beaucoup de cas. Donc d'abord pour aider les... Parce que pour prendre donc les dettes pour acheter des maisons, il faut avoir un certain capital. Je pense 30%. Oui, 30%. C'était 30%. Oui. Et parmi nous, les étrangers, on s'est retrouvé qu'on n'a pas ces moyens pour acheter des maisons. Parce qu'on n'était pas aussi habitué à mettre de l'argent de côté, pour dire l'épargne et tout ça. Oui. C'est un système qui était très difficile. Tandis que eux, parmi eux, ils sont la riche. Donc les grands-parents, ils ont laissé... On commence à garder petit à petit jusqu'à ce que les enfants se rencontrent qu'ils auront les 30%. Donc les enfants, ils ont les moyens pour acheter des maisons. Alors il y a une loi que j'ai mis là-bas, j'ai fait voter que nous tous, nous sommes égaux, que les pauvres, parce que notre politique est que tu sois riche ou pauvre, vous êtes dans le même point d'égalité. La politique des travailleurs. Oui, donc social-démocrate. Et on a vu que c'est parmi aussi des lois qui pouvaient diminuer la pauvreté. Si tu as la maison, ça te détend moralement et ça te donne le courage de travailler pour payer les courants et tout consort. Et j'ai fait voter la voie et donc la loi. Et maintenant là, presque tous les étrangers, vraiment, ils peuvent
en être fier que c'est parmi leurs frères étrangers qui a fait ça. Et aussi pour être en politique, pour répondre à la première question, c'est l'état d'esprit. Comme je dis auparavant, que si tu ne domines pas le monde va te dominer. Je ne voulais pas me minimiser sur base de ma peau ou bien sur base que je suis étranger. J'ai dit non, je dois m'imposer et je dois imposer aussi ma personnalité et la personnalité du Congo, la fierté du Congo. Et c'est là où je fais tout, utiliser l'intelligence que Dieu a donnée. Et aussi avec votre aide, parce que vous étiez mon mentor, vous étiez mon inspirateur. Chaque fois, vous me donnez des idées et j'ai mis en place. Mais voici, là, ça a fait que, pour la 4e fois, je ne savais même pas que j'étais sur la liste. J'ai regardé les gens qui j'étais ici au Congo et j'ai vu mon nom là-bas et on m'a voté à mon absence. Formidable. Donc, ça veut dire que tu avais laissé quelque chose. Les gens te votent, même sans campagne, sans que tu sois sur place. Mais je dois dire à tous ceux-là qui nous entendent que Tiga, c'est une fierté pour nous, surtout dans cette partie de l'Est de la Norvège, parce que c'est quelqu'un qui défend la cause nationale et a une grande valeur, et puis et qui est simple, modeste, mais il fait passer des grandes choses. Vous comprenez, cette loi où il était difficile pratiquement à un étranger de pouvoir accéder à immobilier, à obtenir une maison, mais il a fait voter cette loi, et puis les étrangers, c'est-à-dire que les banques pouvaient donner aux étrangers, faire des crédits maison sans garantie. Et ça, c'est formidable pour les étrangers, parce que c'était très difficile, il fallait mettre l'argent à côté, et puis c'est un système qu'on apprend lorsqu'on arrive en Norvège, et tu n'arrives pas en Norvège lorsque tu es déjà grand, c'est-à-dire on était des demandeurs d'asile, et pour arriver là-bas. Mais Tiga, je vais poser une question. Être demandeur d'asile dans un pays étranger, comment ça se présente quand tu te retrouves dans ton pays? Moi, si je conseillerais les gens, donc je les dirais de rester ici. Je vais décourager les demandeurs d'asile. On a tout ici chez nous. Nous, moi, peut-être je peux parler d'un peu de moi, de mon histoire. Je viens dans une famille pauvre. Pour manger, c'était difficile. Si la pluie tombe, là, vous ne savez pas là où vous allez dormir, à Founou. Et aussi, vraiment, c'était difficile d'aller à l'école, les Minerval, on vous chassait à l'école à tout moment. Donc, je peux dire qu'à l'école, ici, j'étais bourrique. J'étais dernier de la classe. En arrivant là-bas, j'étais le premier de la classe. Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire les systèmes ont changé. Le système a changé. Ici. Oui, parce que, bon, quand on te chasse à l'école pendant une semaine, donc tu rentres encore, donc les gens, donc les autres sont déjà avancés. Et quand il y a l'interrogation, bien sûr, tu fais qu'échouer. Alors, en arrivant là-bas, j'ai dit, moi... Par l'effet de la guerre, bien sûr. Par l'effet de la guerre, qui, je peux dire, heureusement, malheureusement, positif ou négatif. Bon, pour moi, j'ai pris la chance et que ça a tombé positif à mon niveau. Et je peux dire que, en étant là-bas, je vis que je travaillais dans l'administration norvégienne, je travaillais dans la politique norvégienne, je faisais qu'avancer leurs projets, des lois et consorts. Donc je travaillais pour les autres. J'ai gagné l'argent, tout ce que j'ai gagné, 99,9% restait là-bas. Tu payes la maison, tu payes des véhicules, tu payes des dettes, tu payes l'école, tu payes des études. Donc tout restait là-bas. Et les années avancent. Et puis je me dis, quand est-ce qu'on aura le temps pour aider notre pays? Je prêche toujours par l'exemple. Donc vous m'avez prêché par l'exemple. Vous avez pris les devants. Vous êtes venu ici au Congo et tout le monde vous avez condamné. Dit, ah, Crispé qui a tout ici, la maison, tout, une grande entreprise et tout. Vous avez tout laissé avec toutes les églises que vous avez là-bas. Tout, vraiment, vous avez beaucoup de chances et des atouts pour arriver très loin. Mais vous avez dit un jour, j'abandonne tout. Mon peuple a besoin de moi et je vais aller aider mon pays. En tout cas, personne vous avez soutenu à cette idée-là. Mais vous étiez venu ici. Et par après, quand on voit vraiment Crispin, on croyait que t'as Gonda ou t'as... Donc on a vu que vraiment Crispin a émergé dans beaucoup de choses. On a dit, mais pourquoi pas, on peut essayer. C'est là où j'ai dit aussi, non.
je peux aller aussi au Congo, aider mon pays, regarder quelque chose, je peux laisser. Si mes enfants un jour vont arriver ici, ils vont dire, ah, mon papa a fait ça, mon papa a contribué à ça, à ça, à ça. C'est pour cela que j'avais influencé les investisseurs norvégiens pour venir investir ici. Investir dans les barrages, pour venir aussi investir dans les fiscalisations. Et d'autres gens qui viendront aussi investir dans les gaz de la Kivu et construire beaucoup d'autres projets. Et j'ai dit, si je vois demain qu'il y a les courants que les Congolais ou les sites kivusiens, les Nord Kivuiens peuvent payer ou bien moins cher, surtout qu'il y a des entreprises ici, on a tout. Nous avons des cours d'eau, nous avons Alors tous les systèmes. Là, je dirais que, en tout cas, je fais quelque chose. Ça, c'est un de deux. Je dirais que je suis ici pour acquérir aussi l'expérience internationale. Que demain, je peux mettre dans mon CV que j'ai travaillé au Congo pendant X temps. Ça fait partie aussi de mon expérience internationale. Et dans les jours à venir, je compte aussi postuler comme Premier ministre en Norvège. Je ne vais pas me limiter là où je suis. Je dis, je dois arriver jusqu'au sommet de ma gloire. Très bien, formidable, formidable Tiga, ton pays a besoin de toi, la Norvège a besoin de toi, mais bien sûr, nous disons toujours, penche sur la balance, mais nos enfants doivent avoir l'identité. Tiga, vous vous retrouvez aujourd'hui au Congo, et qu'est-ce qui fait que vous puissiez aimer rester au Congo encore? Le Congo, c'est le pays qui m'a tout donné. Quand je vois là où je viens, là où j'étais, là où je suis et là où je suis en train d'aller, je dis, il y a beaucoup de potentialités ici. Il y a aussi des opportunités qu'il faut toujours en saisir, d'apporter des choses nouvelles. J'étais parti en Norvège, voler l'intelligence pour venir mettre ça en pratique ici chez nous. C'est pourquoi l'INC vous utilise pratiquement aussi. C'est par votre expérience. L'INC, je travaille à la personne de Vital Kamere. Et je fais ses lobbying. Et c'est l'homme aussi qui m'a beaucoup inspiré dans sa politique. Sa politique aussi, ça correspond aussi à la politique de la Norvège. Congo fort, prospère au cœur de l'Afrique. C'est ça sa vision. Et ça, j'essaye comment émerger avec lui et aider et porter quelques pierres dans ses idées. Mais Tiga, comment vous pensez que le Congo peut redémarrer à la manière dont vous le voyez aujourd'hui? C'est dans beaucoup de volets. Mais moi, je commencerai d'abord, je dirais que celui qui a un grand travail, c'est le ministère de l'Éducation. On peut me contredire, mais moi je pense que c'est ça. Tout ça doit commencer par la base. L'école doit donner les cours de civisme. Doit être les cours prioritaires, supplémentaires à l'école. Si vous formez des étudiants dans 20 ans, 15 ans, pour venir les cours de civisme, aimer vos pays, aimer votre drapeau, aimer vos projets, aimer donc tout ça. Et surtout connaître son pays, parce que connaître son pays. Et quand on ne connaît pas son pays, c'est facilement qu'on peut vous corrompre, il vient d'autres. Donc, je pense que le civisme, vraiment, c'est un grand cours qui doivent être supplémentaires à l'école. De connaître sa langue. On est en train de parler français avec mon français là, Péréguetché, c'est comme on appelle. Ça fait plus de 4 ans que je commence à parler français. Moins de 4 ans. Mais si on parlait dans notre langue, dans Machi, Kirega, Kiavu, Kifulero, peut-être on pouvait bien avancer. Alors, notre langue aussi, c'est aussi notre force. On doit mettre ça aussi en pratique, toujours dans l'éducation. Et c'est ça, quand on connaît son pays, on maîtrise les sous-sols, on maîtrise son interlocuteur, on maîtrise les sous-régionales. Dans 15 ans, vraiment, on a une classe politique qui aime son pays, qui doit faire beaucoup de choses pour son pays. Si on n'aime pas notre pays, c'est difficile. Ça dépend. Vous êtes en train de dire que le problème de la classe politique, le problème se trouve vers une classe politique qui n'aime pas et ne connaît pas son pays.
Il y a ça, oui, il y a d'abord ça, il y a ça, et je dirais aussi, donc comme je dis toujours, ils aiment leur pays, mais souvent ici on cherche la facilité. On doit chercher toujours des facilités, chercher des bouffées. Donc quand tu es ministre, tu dois voler autant d'argent, tu dois faire ça et ça, tu dois avoir des maisons, donc tout ça. Et ça, je dis que c'est pas une bonne pratique. Quand tu es ministre, quand tu as une charge, une responsabilité, c'est une grande charge qu'on vous donne. Et cette charge-là, il faut vraiment canaliser ça vraiment dans une façon objective pour que ça soit bénéfique pour le pays et pour vous-même. Et c'est ça que je trouve que le civisme est très important. Il faut que donc, les ministres d'éducation, il faut que quand les enfants ont 18 ans, font une année de formation militaire, que ce soit fille et garçon, qu'il soit une année de... Comme on fait en Norvège. Ça aide bien sûr à aimer, à comprendre le pays et à lutter pour le pays. Lutter pour le pays. On doit lutter pour le pays. Dans chaque pays du monde, il y a ce qu'on appelle là la sécurisation. Quand vous avez la sécurité, vous avez une bonne économie et vous avez une bonne politique, ça peut booster les pays. Donc c'est ça pour ne pas aussi critiquer la classe politique congolaise qui sont foutus. Non, je ne dis pas ça, mais on doit améliorer plus, on doit aller vraiment à l'excellence. C'est ça. Tchega, il y a un système en Norvège où on dit « chep service ». C'est-à-dire que vous entrez dans la classe politique, vous travaillez quelque part, et puis on achète votre service. Lorsque vous venez, vous avez votre salaire. Ce n'est pas triplé, quadruplé les salaires, mais c'est votre salaire où vous aviez là-bas. De sorte que lorsque vous terminez ici, où votre mandat est fini, vous rentrez là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous ne sentez pas cette différence. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près comment ça se passe? Là, vous parlez de la retraite ou bien... Chep politique quand vous entrez dans la politique. Lorsque vous allez dans la politique, ce n'est pas un salaire qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'on achète les heures que vous travaillez, là où vous travaillez, et lorsque vous rentrez, vous ne voyez pas une différence par rapport au service que vous faisiez. Je prends toujours l'exemple de moi-même. Je suis politicien norvégien, donc je suis au niveau provincial et au niveau local. Là, on va dire qu'on a des honneurs en tant que politicien, mais on n'a pas un salaire fixe. Et je ne sais pas où est-ce que je peux aller chercher pour prendre le plus que je n'en ai pas ou bien qu'on ne me donne pas. Parce que le système est vraiment tellement verrouillé qu'il n'y a pas de magouille là-bas. Tu n'as pas la chance d'aller... Ce n'est pas dire que parce que tu fais la politique que tu vas t'enrichir maintenant et tu vas devenir OD. Si en Norvège, les politiciens sont des pauvres, sont de grands pauvres. Si tu vas faire la politique en Norvège, vraiment tu es... tu ne deviens pas riche. Non. Il y a de petits avantages qu'on donne, mais ce n'est pas assez pour s'enrichir. On est là pour aider les pays, pour l'amour du pays, mais pas pour s'enrichir. Si on va s'enrichir, on doit aller dans le business. On doit faire d'autres choses. Et je me rappelle encore d'un ami qui disait, je suis dans la politique, je suis pratiquement dans la politique, mais pour moi ça vaut plus la peine d'aller travailler des heures supplémentaires. Là j'aurai l'argent qu'aller dans les réunions politiques. Parce que franchement, c'est seulement les honneurs qui ne m'avancent pas. Mais c'est donner aussi l'intelligence, contribuer à l'évaluation et à l'avancement du pays. Moi, quand je vois vraiment que je donne, je suis parmi les Norvégiens dans la salle, quand je me vois là, je dis, je me rappelle en 2016, on nous a invités aux États-Unis pour voir Obama ou bien les minorités dans chaque pays, qui sont les minorités élies dans chaque pays pour aller aux Maisons Blanches. En 2016, j'étais aux États-Unis, je suis aux Maisons Blanches, je me vois... Moi, Tchega ici, je suis en Maison Blanche. Le fils de César. Le fils de César et Agnès, maintenant ici. Et je regarde, donc la réflexion qui m'est venue dans ma tête, fous-nous, chez nous. Je vois notre maison qui est élaborée. Et je me vois donc dernière maison du monde. Et je suis dans les premières maisons du monde. J'ai commencé à pleurer, donc je suis les sueurs partout. Je me demandais, voilà, où est-ce que je suis ici? Comment je peux être ici? Et Obama qui passait, saluait les gens, et puis il me disait,
il m'a dit, en tout cas, soyez fort, soyez fort. Donc, il a pris les mouchoirs, il m'a essuyé. Et puis, il a mis ça encore dans la poche. J'ai dit, ah! J'ai salué le premier président du monde. Mon père n'a jamais été même chef de quartier. J'ai dit, il ne savait pas pourquoi j'ai pleuré, mais moi, j'ai vu la grandeur de Dieu. Que tu peux venir du néant pour être au sommet. Et ça dépend de chacun de nous, donc l'effort. Laisse-moi dire à vous, auditeurs, que le miracle existe. Et lorsque Dieu élève, il élève ceux-là qui choisit. Et je suis sûr, j'ai l'assurance que Tiga a été appelé pour des grandes œuvres. Et nous le verrons dans la suite. Et à vous tous ceux que nous avons suivis, Tiga, vous avez un dernier mot? Merci pour les auditeurs. En tout cas, j'ai dit à tout le monde de croire à Dieu et de croire à tous ceux qui sont en soi et des projets et croient en lui. Nous disons merci. Vous nous suivez sur www.svenmediab.info et bien sûr à Bukavu, à Radio Sven 89.3. À vous tous et à vous tous, nous vous disons merci pour aujourd'hui. Merci à vous.